Bonjour à tous et à toutes. Donc on y est, on va faire la partie leçon du dernier chapitre de l'année, donc ça va nous permettre de finir le programme. C'est vrai que si on avait pu être en présentiel, on aurait fini plus tôt, mais bon, voilà, au moins grâce à cette vidéo, on va pouvoir finir le programme de secondes. Alors, cette leçon, en fait, va être très rapide. C'est une leçon dont le thème est la fluctuation. Alors, la fluctuation d'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? On peut repenser un petit peu l'activité du dé, hein, que je vous avais demandé de faire pour préparer la leçon des probabilités. Vous avez remarqué que quand vous avez fait vos lancers, vos fréquences des faces étaient autour de 1 sixième, hein, donc plus ou moins proche de 1 sixième selon le nombre de lancers. Mais le principe, c'est de dire que sur vos 30 lancers, vous avez eu une certaine fréquence de 1, une certaine fréquence de 2, etc., jusqu'à une certaine fréquence de 6. Maintenant, imaginons qu'on recommence ces 30 lancers. Eh bien, vous pourrez recalculer une nouvelle fréquence de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, et ça sera il n'y a aucune chance que ce soit les mêmes fréquences sur le deuxième groupe de 30 lancers. Et ainsi de suite, à chaque fois que vous allez recommencer vos 30 lancers d'affilée, eh bien vos fréquences, elles vont varier, elles vont changer, elles vont fluctuer. Et du coup, la fluctuation, c'est quoi? C'est le principe de dire, on a une population dans laquelle on va étudier un caractère, donc on retrouve des termes de statistiques, mais cette population est trop grande pour qu'on puisse vérifier si un pourcentage qu'on nous a annoncé dans cette population est vrai. Par exemple, si je vous dis, je vous annonce comme ça que dans le lycée Bellevue, il y a 60% d'élèves demi-pensionnaires, si on veut vérifier ce pourcentage-là, ou si on veut vérifier qu'une classe correspond un petit peu à ce profil-là, on va peut-être pas aller interroger tous les élèves du lycée. On va prendre une partie des élèves du lycée, on va peut-être faire un sondage à la sortie du lycée en demandant est-ce que vous êtes interne, externe, demi-pensionnaire, et on ne va pas interroger tous les élèves du lycée. On va donc prendre ce qu'on appelle un échantillon des élèves du lycée. On va peut-être interroger par exemple 100 élèves, et à ce moment-là, on dira que c'est un échantillon de taille 100. Et dans cet échantillon, on aura une certaine fréquence d'élèves demi-pensionnaires. Donc la proportion d'élèves demi-pensionnaires dans le lycée, c'est les 60%. La proportion, c'est quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'on vous annonce, mais que vous ne pouvez pas vérifier par vous-même. Et la fréquence, c'est ce qui va correspondre à ce que vous allez observer dans votre échantillon. Et cette fréquence, à chaque fois que vous allez prendre un nouvel échantillon, cette fréquence va varier, elle va fluctuer. Et la fluctuation de fréquence, la fluctuation d'échantillonnage, c'est ces valeurs de fréquence qui vont changer à chaque fois qu'on va prendre un nouvel échantillon. Donc, le principe, c'est que nous, on peut avoir un petit calcul qui est l'intervalle de fluctuation et qui nous permet de savoir si l'échantillon qu'on a pris correspond à peu près au profil qu'on attendait, ou si l'échantillon qu'on a pris ne correspond pas à ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il y aurait un problème dans le choix de mon échantillon. Alors pour l'instant c'est un petit peu théorique, mais avec un ou deux exemples, vous allez voir, ça va se comprendre très très vite. Alors, on va faire tout de suite la partie leçon. Le titre du chapitre, alors a priori ça serait le chapitre 14. Bon, vous vérifierez. Chapitre 14, voilà, fluctuation. Voilà. Donc chapitre 14, fluctuation. Bien. Alors le grand 1, ça va être l'intervalle de fluctuation. Grand 1, intervalle de fluctuation. Je vais peut-être l'écrire en noir, ça sera peut-être plus facile pour vous. Mon tableau commence à rendre l'âme à force. Donc, hop là, grand 1, intervalle de fluctuation. Alors, le principe de l'intervalle de fluctuation, je le redis, on a une population dans laquelle on nous annonce la proportion d'un caractère, la proportion P d'un caractère. Ce caractère peut être n'importe quoi, hein, on l'a déjà vu dans des exemples de statistiques, mais voilà, on vous annonce qu'il y a tant de pourcents d'individus dans cette population qui présentent ce caractère. Donc, en phrase d'introduction, on va mettre on étudie un caractère dans une population. Virgule. La proportion
de ce caractère dans la population est P. Voilà. Alors, à savoir, donc P, la proportion, elle peut être donnée au départ sous forme de fraction, elle peut être donnée sous forme de pourcentage, mais nous, on va essayer de l'écrire toujours sous forme décimale, tant que possible, hein, mais c'est vrai que si on a une fraction qui tombe pas juste, donc on va quand même garder la fraction si possible, mais dans l'ensemble, on va essayer le plus possible de passer au décimal. Dans tous les cas, P appartient à l'intervalle 0,1. Alors parfois, P, c'est un pourcentage, parfois c'est une fraction, parfois ça peut même être une probabilité. Voilà, donc on verra ça selon les exemples. Donc voilà, le principe, on étudie un caractère dans une population, cette population est de taille relativement importante quand même, et on vous annonce que ce caractère, il y a donc une proportion P de ce caractère dans la population. Bien. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour cette population? Eh bien, on va étudier le caractère, mais dans un échantillon. Un échantillon, c'est-à-dire une petite partie de la population. Et le nombre d'individus de l'échantillon, on va appeler ça la taille de l'échantillon, et on va l'appeler N. Donc, hop là. On étudie ce caractère. On étudie ce caractère dans un échantillon de taille N de la population. Un échantillon de la population de taille N, ce serait peut-être plus français. Bien. Le principe, c'est que dans votre échantillon, puisque c'est une taille plus petite que la population, vous allez donc pouvoir compter combien il y a d'individus qui présentent ce caractère, et ça va vous donner une fréquence, c'est-à-dire effectif du nombre d'individus qui présentent le caractère sur l'effectif de votre échantillon. Donc, on va rajouter, on note F, la fréquence du caractère dans l'échantillon. Même chose, la fréquence va être forcément un nombre entre 0 et 1. Bien. Donc, les bases sont posées. On a notre échantillon de taille n, on a compté combien d'individus présentaient le caractère qui nous intéressait dans l'échantillon, et en divisant ce nombre par n, voilà, on a la fréquence du caractère dans l'échantillon. Alors maintenant, tout le principe est de savoir si la fréquence que j'observe est normale, entre guillemets. Est-ce que c'est une fréquence qu'il est normal d'observer, ou bien est-ce que c'est une fréquence qui est trop éloignée de la proportion annoncée par rapport à la taille de mon échantillon? Dans le langage courant, on peut appeler ça plus ou moins une marge d'erreur, entre guillemets. Ce n'est pas un vocabulaire de mathématiques, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que c'est qu'une marge d'erreur finalement. On sait très bien que par rapport à une proportion annoncée P, si on ne tombe pas pile sur P dans mon échantillon, c'est pas très grave, mais il faut quand même que je sois raisonnablement proche. Ce raisonnablement proche, on va pouvoir le calculer grâce à cet intervalle qui s'appelle l'intervalle de fluctuation. Ce n'est pas tout à fait le nom complet, on va le mettre. Donc là, hop là, on va écrire ça en rouge. Formule. Alors, grand I égale, ça va être le nom de l'intervalle de fluctuation, grand I égale. Donc, on ouvre un crochet d'intervalle, donc intervalle fermé. La formule de cet intervalle, c'est P moins 1 sur racine de n, point virgule, P plus 1 sur racine de n. Et on ferme le crochet. Voilà, donc on a les mêmes nombres qui reviennent, P est 1 sur racine de n, sauf qu'ici c'est P moins 1 sur racine de n, ici c'est P plus 1 sur racine de n, et on peut du coup tout de suite remarquer que P est donc forcément pile au centre de cet intervalle, puisque là c'est P moins un nombre, et là c'est P plus le même nombre. Donc en plein centre de cet intervalle, on a P. On est donc autour de P. Cet intervalle, son nom complet, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Et on va voir pourquoi ce 95%. On va écrire le nom ici. Et l'intervalle de fluctuation
au seuil de 95%. Deux points. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%? Ça veut dire que cet intervalle, c'est ce qu'il est normal d'observer dans un échantillon de taille n. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Plus votre échantillon est grand, plus vous êtes précis dans vos résultats, et donc plus l'intervalle est petit. Vous avez donc droit à une marge d'erreur plus faible. Le principe de ce 95%, c'est que la probabilité que f, que j'ai observé, appartienne à l'intervalle, est de 95%. Il y a une probabilité de 0,95 que f appartienne à cet intervalle. Et ça, c'est ce qui va me permettre de savoir si mon échantillon est normal, entre guillemets, ou pas. Donc ça veut dire que la probabilité que f appartienne à i, je mets avec des guillemets parce que c'est un événement, f appartient à i, est égale à 0,95. Voilà le principe. Et nous, comment on va utiliser ça? Eh bien, dans les exercices, on va avoir pas mal de textes en fait, pour peu de calculs. On va avoir un échantillon avec n, on aura n bien sûr. On aura une proportion annoncée et nous, on veut vérifier si l'échantillon qu'on a pris est cohérent ou pas par rapport à ce qui est annoncé. Donc, qu'est-ce qu'on fera nous? On calculera l'intervalle de fluctuation en prenant les données du texte. D'accord? Donc P, on l'aura, N, on l'aura, donc on pourra calculer cet intervalle de fluctuation. Donc on aura donc une borne inférieure, une borne supérieure pour l'intervalle. Et puis dans mon échantillon, je vais pouvoir compter les individus qui ont le caractère qui m'intéresse. Donc j'aurai mon F, je vais calculer ce F, et je vais vérifier si F appartient bien à l'intervalle. Si F appartient à l'intervalle, ça veut dire qu'on est dans ce 0,95. 95% en fait est considéré par les mathématiciens comme ce qu'il est normal d'observer. 95% des cas, on va dire que c'est la quasi-totalité des cas. Donc si mon f est bien dans mon intervalle, ça veut dire que je suis dans un cas normal, et donc vous vous adapterez par rapport à l'énoncé de l'exercice, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, avec des guillemets, c'est que tout va bien. Tout se passe bien, tout est cohérent, il n'y a pas d'incohérence mathématique dans mon échantillon si f appartient à mon intervalle. Maintenant, vous pourrez trouver certains exercices dans lesquels mon f de mon échantillon n'est pas dans l'intervalle. Soit il sera en dessous, soit il sera au-dessus, mais il ne sera pas dans l'intervalle. Et là, la conclusion, ça veut dire que ce que j'observe ne fait pas partie du 95% de probabilité. Ça veut dire que ce que je suis en train d'observer est anormal. Il se passe quelque chose. Entre guillemets, il y a un problème par rapport à l'énoncé. Et donc, ce sera à vous de faire une conclusion cohérente par rapport à ce qu'on va dire ici. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les solutions qu'on va donner, les phrases de conclusion qu'on va donner dans les exercices, on n'en est pas sûr à 100%. Les conclusions qu'on donnera, ça sera sûr à 95%. C'est plus ou moins la fiabilité de cette formule. Et donc on mettra toujours au seuil de 95% dans nos phrases de conclusion. Ou alors avec une probabilité de 95%. Avec l'exemple qu'on va faire, vous allez voir, c'est très vite compris. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir comme formule, puisque dans la deuxième partie de cours, la formule sera très très ressemblante. Donc maintenant, on va passer à un petit exemple. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Alors, exemple. Alors, on va prendre l'exemple d'un vendeur de souvenirs au pied de la Tour Eiffel. Si vous êtes déjà allé à Paris, vous savez qu'il y a plein de vendeurs de souvenirs un peu partout. Et donc, ce vendeur de souvenirs, il a acheté à un grossiste, il a fait une grosse commande, il a acheté 5000 porte-clés Tour Eiffel lumineux. Voilà. Donc, un vendeur de souvenirs a acheté un lot de 5000 porte-clés Tour Eiffel lumineuses. On va mettre lumineux, c'est les porte-clés qui sont lumineux, donc masculins. Donc un vendeur de souvenirs a acheté un lot de 5000 porte-clés Tour Eiffel lumineux. Donc le vendeur, le grossiste, lui annonce que dans tous ces porte-clés, il y en a quand même 5% qui sont défectueux. Donc
le grossiste lui annonce que 5% des porte-clés sont défectueux. Pour une raison ou pour une autre, ils ne fonctionnent pas bien. À ce moment-là, le grossiste les reprendra, mais voilà. Dans ce lot, a priori, normalement, c'est le grossiste qui l'annonce, 5% des porte-clés sont défectueux. Alors, que fait le vendeur de souvenirs? Il va tester certains porte-clés, mais il ne va pas tester les 5000 porte-clés, la population est trop grande. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre un échantillon sur une partie de son stock de porte-clés qu'il a reçu, et puis il va les tester. Donc, on va supposer que le vendeur teste 250 porte-clés, il était courageux quand même, et donc 250 porte-clés, on va dire qu'il va en trouver 18, voilà, et 18 d'entre eux sont défectueux. Bien. Là, pour l'instant, tout ça, vous voyez, c'est uniquement, on pose les bases de l'énoncé. Maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que le vendeur a été trompé par le grossiste? Donc, le vendeur a-t-il été trompé? Bien. Et si on n'avait pas notre formule d'intervalle de fluctuation, on serait bien embêté. Parce que on peut calculer notre fréquence de porte-clés défectueux dans son échantillon. On a 18 porte-clés défectueux qu'on va diviser par 250 et voilà, ça va nous faire un pourcentage, mais on ne va pas tomber sur 5%. Et la question c'est, est-ce que c'est normal d'avoir cette observation-là ou est-ce que c'est vraiment trop par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre comme observation? Et là, vous voyez que si on n'a pas cette formule-là, c'est un petit peu trop subjectif et du coup, on n'est pas certain de ce qu'on va dire. Donc là, pour y voir un petit peu plus clair, on va calculer notre intervalle de fluctuation. Alors, là, ce qu'il faut, c'est bien faire de la lecture. Mon échantillon, qu'est-ce que c'est? L'échantillon, c'est le groupe de porte-clés que j'ai testé. Je me mets à la place du vendeur. Donc l'échantillon, c'est un échantillon de taille 250. Mon N, il est là. Ça, c'est le N. Voilà. Maintenant, le P. Le P, c'est la proportion annoncée, c'est celle que je ne peux pas vérifier par moi-même. Donc P, c'est clairement le 5%. Ça, c'est P. Quel est le F? Le F, c'est ce que j'observe. C'est une fréquence que j'observe. Donc c'est le nombre d'individus de mon échantillon qui présente le caractère que j'attendais. En l'occurrence, c'est le nombre de porte-clés défectueux divisé par le total de mon échantillon, l'effectif total de mon échantillon. Donc, mon F, ça va être 18 sur 250. Et avant de faire n'importe quel calcul, eh bien, je vais écrire ces trois données. Donc, P égale 5%, je vais les mettre en décimale, ça pose aucun souci, 0,05. N égale 250, F égale 18 sur 250, égale, et puis du coup, on va vérifier ça. Voilà, donc j'ai 0,072, c'est-à-dire 7,2%. Donc on est effectivement au-dessus des 5% annoncés. La question est, est-ce que c'est normal d'avoir cet écart-là quand on prend 250 porte-clés à tester, ou est-ce que ce n'est pas normal? Bien, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, je vais donc pouvoir calculer mon intervalle de fluctuation en utilisant le P, le N. Donc, I égale, je remets la formule, P moins 1 sur racine de N, point virgule, P plus 1 sur racine de N. Je remplace. Donc c'est 0,05 moins 1 sur racine de 250 et 0,05 plus 1 sur racine de 250. Bien.
et je prends ma calculatrice. Alors j'aurai peut-être un égal environ, hein, ça dépend, parce que parfois ça ne tombera pas juste. 0,05 moins 1 sur racine de 250. Et bien en l'occurrence, ça nous fait, hop là, ça nous fait quelque chose qui ne tombe pas juste, donc on va prendre une valeur approchée. On a un négatif, hein, on va avoir environ moins 0,013. On va adapter ça. Donc moins 0,013. S'il n'y a rien qui est dit, je vous conseille d'aller jusqu'au millième. Et puis, on va faire 0,05 plus fraction 1 sur racine de 250. Voilà. Et la bande supérieure, pour moi, ce sera 0,113. Bien. Alors, là, on va refaire encore une petite adaptation. Alors, il faut savoir que théoriquement, la formule, normalement, il faudrait l'appliquer pour des P qui sont supérieurs à 0,2. Ce qui là n'est pas le cas. Et il faudrait un n relativement conséquent, si je me souviens bien, il faut n supérieur ou égal à 50, tout simplement pour pouvoir éviter les cas où mon intervalle va passer dans les négatifs ou alors va dépasser 1. Pourquoi? Mon intervalle de fluctuation ne contient que des fréquences et des proportions. Donc normalement, il faudrait que toutes les valeurs soient entre 0 et 1. Donc ça veut dire que dans des cas comme ça, parfois il peut arriver qu'on passe dans les négatifs ou alors qu'on dépasse 1. Bon, moi j'ai envie de dire que c'est pas si compliqué que ça, puisque finalement, là on sait très bien qu'on aura de toute façon dans notre observation aucune valeur négative. Donc j'estime qu'on peut tronquer un petit peu notre intervalle, et en fait on ne va prendre que les valeurs qui sont dans 0,1. Donc on va dire que mon intervalle, ça va être environ 0, point virgule, et 0,113. Voilà ce que je vais prendre moi comme intervalle de fluctuation. Conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire que cet intervalle de fluctuation? Ça veut dire que quand on prend un stock, enfin un échantillon de 250 porte-clés, il est normal d'observer une fréquence de porte-clés défectueux qui se trouve dans cet intervalle-là. Maintenant, vu qu'on a notre fréquence qui est là, on a juste à vérifier si elle fait partie de l'intervalle ou pas. Est-ce que cette fréquence appartient à l'intervalle? 0,072, eh bien oui, ça appartient à l'intervalle 0 et 0,113. Donc, conclusion, on y est. F appartient à I. Point virgule. La première partie de la conclusion, je la mets en rouge. On aura toujours à mettre ça. Soit F appartient à I, soit F n'appartient pas à I, on barrera le E, mais il faut le mettre. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir adapter notre conclusion. F appartient à I, ça veut dire que la situation qu'on est en train d'observer est normale. Tout va bien. Donc, par rapport à la question, le vendeur a-t-il été trompé? Tout va bien, situation normale. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion? Eh bien, on ne peut pas dire que le vendeur ait été trompé. On ne peut pas dire. On ne peut pas en déduire, on ne peut pas affirmer, vous faites votre phrase comme vous voulez. On ne peut pas dire que le vendeur a été trompé. Et on va rajouter au seuil de 95%, très important, au seuil de, j'ai perdu de voir la place, juste, hop là, c'est bon. Au seuil de 95%, je vais quand même le ressouligner, très important. Pourquoi? Parce que avec notre échantillon de 250 porte-clés, eh bien, jusqu'à 11%, le 0,3 de porte-clés défectueux, eh bien, c'est encore dans la normalité. Mais ceci dit, il pourrait quand même avoir été trompé, et il aurait très bien pu prendre avoir du bol, hein, puis prendre 250, un échantillon de 250 porte-clés qui colle quand même. Ceci dit, la probabilité qu'il ait vraiment été trompé et qu'on ne s'en soit pas rendu compte est relativement faible. En fait, cette probabilité est de 5%. On affirme ça avec une probabilité de 95%, on est sûr à 95% de ce qu'on va dire avec cet échantillon-là. Bien entendu, vous vous rendez compte de ce qui se passe, c'est que plus on prendra un échantillon petit, plus l'intervalle de fluctuation sera grand, et à ce moment-là, avec un intervalle de fluctuation trop grand, on ne peut pas être raisonnablement sûr de ce qu'on va affirmer. Par contre, voilà, à partir de 250, quand même, ça commence à être raisonnable, et donc vous voyez qu'on n'a pas la possibilité de dire qu'il a été trompé avec cet échantillon-là. Et c'est tout pour la partie fluctuation. Intervalle de fluctuation. Deuxième partie du cours, grand 2. On va parler maintenant d'un autre intervalle qui s'appelle l'intervalle de confiance. Intervalle de confiance. Alors
Alors vous allez voir que c'est très facile à comprendre une fois qu'on a fait l'intervalle de fluctuation. Et en plus, l'intervalle de confiance correspond beaucoup plus à des situations plus fréquentes dans la vie de tous les jours. Alors, le principe de l'intervalle de confiance. On est toujours avec une population, avec un caractère qu'on a étudié dans cette population. La petite différence, c'est que la proportion, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'on sait que ce caractère, il y a tant de pourcents d'individus qui présentent ce caractère dans la population, mais le problème, c'est que ce pourcentage, on ne le connaît pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va quand même prendre un échantillon dans cette population, donc on va pouvoir faire de l'observation quand même. La fréquence, on va quand même la voir. On va toujours avoir notre taille d'échantillon. Le problème, c'est qu'on n'a pas P. Et ça, clairement, ça correspond aux situations de sondage avant des élections. Parce que finalement, si on veut savoir, si M. Martin, par exemple, se présente à l'élection municipale et on veut savoir quel est le score qu'il fera le jour des élections, eh bien, son score du jour des élections, qui va être P, en fait, hein, la proportion d'électeurs qui va voter pour lui, on ne la connaît pas tant que les élections ne sont pas faites. Mais rien ne nous empêche de faire un sondage. Et mon sondage, ça va être mon échantillon, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On sait que la proportion de gens qui vont voter pour M. Martin, eh bien, on ne la connaît pas, mais on peut en avoir une estimation. Et on va avoir un intervalle de confiance autour de la fréquence que j'ai observée, et on sait que ma proportion va être quelque part dans cet intervalle. Donc en fait, on va retrouver à peu près le même genre de calcul que pour l'intervalle de fluctuation. La seule petite chose à comprendre, c'est que P n'étant pas connu, on va garder à peu près la même formule, mais du coup, à la place du P de l'intervalle de fluctuation, eh bien, on va mettre la fréquence, on va mettre le F, qui est le seul décimal en 0, quelque chose que j'ai sous la main. Donc, plus clairement, ça veut dire que dans une population, virgule, la proportion P d'un caractère est inconnue. La proportion P d'un caractère est inconnue. Bien. Dans un échantillon de taille n, la fréquence de ce caractère est notée F. Voilà. Bien. On a tout ce qu'il nous faut, puisque là, finalement, on a juste besoin de F et de N. F, vous l'aurez forcément toujours, puisque c'est l'observation. Formule. Alors, on ne va pas remettre un grand I, puisque grand I, ce serait plutôt pour l'intervalle de fluctuation. Moi, j'ai tendance à noter l'intervalle de confiance I', donc avec la petite apostrophe, là, vous voyez, I'. Il existe d'autres notations, voilà, vous notez comme vous voulez, l'important c'est de connaître la formule. Et la formule de l'intervalle de confiance, eh bien en fait c'est quasiment la même que pour l'intervalle de fluctuation, mais à la place de P, vous mettez F. Donc F moins 1 sur racine de N, F plus 1 sur racine de N. Voilà. Donc vous voyez que finalement, on pourrait presque dire qu'il n'y a qu'une seule formule à connaître pour tout le chapitre. Bien, cet intervalle-là, je vais donner son nom, donc I' égale F moins 1 sur racine de N, F plus 1 sur racine de N, en intervalle fermé. Et l'intervalle de confiance, alors on pourrait dire au seuil de 95%, ça existe aussi. Vous verrez aussi dans certains exercices, on peut dire aussi au niveau de confiance 0,95. Au niveau de confiance 0,95. Et je mets entre parenthèses ou au seuil de 95%, tout ça, ça veut dire la même chose. Et ça veut dire exactement la même chose que dans notre exemple pour l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire que ce qu'on va affirmer, on en est sûr qu'à 95%. Bien. Et le principe, c'est que la probabilité que P appartienne à I' est de 0,95. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que ma proportion que je ne connais pas, il y a une probabilité de 0,95 qu'elle se trouve quelque part
dans cet intervalle. Et voilà. Et donc, l'exemple tout bête, eh bien, c'est un exemple qu'on pourrait prendre pour des élections, par exemple. Donc, exemple juste en dessous. Dans un sondage réalisé auprès de 400 électeurs, Monsieur Martin est donné gagnant au municipal. Du coup, ça restera dans l'actualité. Est donné gagnant au municipal avec 52% des voix. Monsieur Martin est donné gagnant au municipal avec 52% des voix. Donc, question toute bête. Que penser de ce sondage? Ou on pourrait dire aussi, est-il sûr d'être élu? Bon, même si la phrase « est-il sûr d'être élu ?» on pourrait faire un peu de philosophie en disant finalement, il n'y a rien de sûr dans la vie et répondre non, mais bon, là on va essayer d'argumenter un petit peu. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, et donc ce P qu'on cherche, ça serait le score, le vrai score de M. Martin au municipal, mais P du coup on ne l'a pas, les élections ne sont pas encore passées. Donc tout ce qu'on a nous, eh bien c'est notre échantillon, qui est un échantillon de 400 électeurs, et notre fréquence, donc c'est ce qui a été observé dans notre échantillon, et qui là est donné directement, qui est le 52%. Donc 52% c'est une fréquence, c'est observé, c'est ce qu'on a eu dans l'échantillon. Donc, eh bien, on va faire la liste de nos paramètres. Là, on n'en a que deux, finalement. Donc, F égale 52%, c'est-à-dire 0,52. N égale 400. Voilà. Et donc, on va faire notre calcul d'intervalle de confiance. Donc, grand I' égale F moins 1 sur racine de N, F plus 1 sur racine de N. Voilà. Et du coup, on remplace et on calcule. 0,52 moins 1 sur racine de 400 et 0,52 plus 1 sur racine de 400. Voilà. Donc, je vous laisse taper à la calculatrice. Normalement, ça devrait vous faire 0,47, 0,57. Alors, comment je le fais de tête? C'est tout bête parce que je me suis arrangé pour que 400, racine de 400 tombe juste, hein, ça fait 20. 1 vingtième. 1 vingtième, c'est 10 fois plus petit que 1 demi, c'est donc 0,05. Et du coup, on enlève 0,05 et là, on rajoute 0,05. Donc, je suis quasiment sûr de mon coup. Ça fait 0,47, 0,57. En même temps, j'ai un peu fait exprès en prenant 400. Voilà, donc, ça veut dire que la proportion de personnes qui va vraiment voter pour M. Martin, le jour de l'élection, eh bien, se trouve dans cet intervalle, selon ce sondage. Et du coup, eh bien, on va regarder, pour être sûr d'être élu, eh bien, M. Martin devrait avoir la certitude que son score doit dépasser 50% à tous les coups. Or, si vous regardez bien, mon intervalle de confiance, il a quand même une petite partie qui est en dessous des 50%. 50% c'est 0,5. Donc là, si on regarde bien, eh bien non, on ne peut pas être sûr qu'il va être élu, tout simplement parce qu'il y a une probabilité de 0,95 que P soit quelque part dans cet intervalle, mais en particulier, P pourrait être entre 0,47 et 0,50. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va écrire ça. C'est que M. Martin n'est pas sûr d'être élu au seuil de 95%, bien sûr. Donc, M. Martin n'est pas sûr d'être élu au seuil de 95%, virgule, car son score devrait être compris
entre 47% et 57%. Voilà. Donc vous pouvez argumenter après, rajouter des choses en disant que 47% c'est inférieur à 50%, mais grosso modo, voilà notre phrase de conclusion, toujours au seuil de 95%, c'est-à-dire qu'on est sûr de ce qu'on va dire mais à 95%, et bien sûr en prenant en compte, en supposant que les personnes interrogées au sondage n'aient pas menti. Voilà. Et bien ça clôt notre dernier chapitre de l'année. Donc j'espère que tout ce qu'on a fait cette année vous servira, peut-être en partie. Et puis j'espère que vous avez passé une année agréable quand même en mathématiques. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances bien méritées. Au revoir.